Bonjour. Aujourd'hui, je vous invite à parler du cerveau, mais sous l'angle du bonheur. Je vous propose de nous demander comment allier matière grise et vie en rose. D'où le titre, vivre avec un cortex sans Kleenex. Donc, au cours de la prochaine demi-heure, nous allons parler de dinosaures, de carottes, de velcro, d'haltères, de flèches et de pâte à modeler. Tout ça pour essayer de décrire ce qui se passe en vous au moment même où je suis en train de vous parler et en fait à chaque minute de votre vie et tenter d'explorer en quelque sorte l'origine de nos humeurs. En particulier ces fichues humeurs négatives qui nous assaillent au quotidien et qui parfois empoisonnent nos journées, ce satané stress qui trop souvent nous poursuit, et voir comment tout ça se concocte et si on peut l'éviter. Donc d'où vient ce que nous éprouvons et d'où vient notre manière de voir le monde et de le vivre. D'où vient ce que nous sommes? Évidemment, à tout ceci, une seule réponse, de notre cerveau. Or, qu'est-ce que notre cerveau? C'est une incroyable petite machine d'environ 1,5 kg qui peut générer en nous plus d'états mentaux qu'il n'y a de grains de sable sur la planète. C'est un véritable petit monstre, glouton, qui ne correspond qu'à 2% du poids général de notre corps, mais qui utilise à lui seul plus de 20% de son oxygène et de son glucose, et ceci même lorsque nous dormons. Donc, c'est aussi une véritable usine chimique qui concocte chacune de nos humeurs. Pendant longtemps, en fait, nous avons ignoré comment tout cela fonctionnait, puisque nous n'avions pas encore avancé assez dans la recherche neurologique. Mais aujourd'hui, grâce aux avancées de cette recherche, nous commençons enfin à bien comprendre comment fonctionne cette usine chimique qui fabrique nos humeurs. Et c'est de cela dont je veux vous parler aujourd'hui. Parce que, évidemment, vous connaître vous-même est sûrement la meilleure chose qui puisse vous arriver dans la vie. Comme le disait La Fontaine, apprendre à se connaître est le premier des soins. Donc commençons par une expérience banale. J'arrive pas à dormir. Imaginez que vous êtes au lit le soir, après par exemple une journée au lycée et avant une journée d'examen. Vous essayez de dormir, épuisé, mais c'est l'horreur, vous n'y arrivez pas. Pas moyen de vous endormir. Alors typiquement dans ce genre de moment, vous voudriez bien pouvoir arrêter votre cerveau, mais vous connaissez le scénario, plus vous vous dites qu'il faut dormir, et en général, moins vous y arrivez. Cette expérience banale est en fait très instructive, puisqu'elle nous montre qu'on ne peut pas faire obéir notre cerveau, et que bien souvent, au contraire, on subit son fonctionnement sans réussir à le contrôler. À la limite, plus on s'acharne à essayer de le débrancher et plus il s'obstine à tourner. Donc, vous connaissez tous ces injonctions dors, arrête de t'inquiéter, sors-toi cette mélodie de la tête, arrête de penser à lui ou à elle. Autant d'injonctions qui sont complètement vaines et auxquelles nous sommes tous habitués. Pour citer Paul Valéry, on pourrait dire que chez l'homme, la conscience règne, mais ne gouverne pas. Alors justement, c'est ici qu'arrive une bonne nouvelle pour qui veut en quelque sorte apprendre un petit peu à dompter son cerveau. C'est que les travaux récents des neurologues nous montrent qu'à défaut de pouvoir faire obéir notre cerveau au doigt et à l'œil, nous pouvons en tout cas l'entraîner, en quelque sorte le dresser, à mieux servir nos intérêts et à apprendre à ne pas être victime de ces modes de fonctionnement. Par exemple, quand nous essayons de nous endormir avant un examen. Du coup, en gros, ce que nous pouvons apprendre grâce à ces recherches neurologiques, ce sont des clés pour, on pourrait dire, maximiser notre bien-être à travers une sorte de cerveau mode d'emploi. Et il s'agit de clés qui sont ici encore assez nouvelles, tout simplement parce que pendant les siècles qui précédaient, nous ne connaissions pas encore assez bien notre cerveau pour pouvoir les formuler, tout simplement parce que nous ne possédions pas encore les outils qui permettent d'explorer notre fonctionnement cérébral. Et c'est la compréhension de notre cerveau qui a
en quelque sorte débuté avec l'arrivée de ces outils. Et je pense qu'on peut comparer ça au début d'une grande aventure semblable à celle de la conquête de l'espace, sauf que cette conquête-là, elle se joue à l'intérieur de nous. Alors, je disais que ces clés sont encore assez peu connues, parce que je pense que, tout simplement, peu de personnes ont le courage de lire les bouquins de neurologie, ce qu'on peut comprendre. Un neurologue, c'est un type qui a fait 7 années d'études de médecine, puis une spécialisation de 4 années supplémentaires, puis qui a suivi plusieurs cycles de formation complémentaires et qui en général participe à des programmes de formation continue pluridisciplinaires. Alors soyons honnêtes, les bouquins de neurologie ne sont pas tout à fait le genre de bouquins qu'on lit pour se détendre. Heureusement, il y a quelques neurologues qui écrivent à destination, on va dire, du grand public, pour des gens comme vous et moi, et qui nous permettent de comprendre pas mal de choses pour nous aider dans la vie quotidienne. Alors justement, il y en a deux qui ont écrit un livre très intéressant sur lequel je vais beaucoup m'appuyer ici, qui nous explique comment justement entraîner notre cerveau pour éviter de souffrir bêtement, pour apprendre à vivre mieux, ce dont je veux vous parler. Alors je vais particulièrement m'appuyer sur l'ouvrage de deux neurologues, Rick Hanson et Richard Mendius, qui ont co-écrit un essai devenu très célèbre, qui s'appelle « Le cerveau de Bouddha », qui est paru en France en 2011. On pourrait décrire cet ouvrage comme une sorte de mode d'emploi du cerveau qui est orienté, c'est tout son intérêt, justement vers la recherche du bonheur. Parce que c'est bien ça dont nous voulons tous. Je pense que si on pouvait faire un sondage, par exemple au sein d'un lycée, et demander aux élèves de cocher entre 3 cases. Première case, je suis très heureux, il est impossible que je sois plus heureux. Deuxième case, je suis plutôt heureux, mais j'aimerais bien l'être plus. Et troisième case, je suis malheureux et j'aimerais qu'on m'aide à être heureux. Il est certain que peu choisiraient la première option, la plupart certainement choisiraient la deuxième et un certain nombre choisiraient la troisième. On aspire tous à être heureux, je pourrais dire à être plus heureux qu'on ne l'est. On voudrait tous certainement un bonheur plus stable, plus solide, plus profond et qui résiste mieux aux aléas du quotidien tels que les notes, les remarques des camarades, le menu de la cantine ou tout bêtement la météo. Donc imaginez un instant, justement, si vous deviez cocher ce questionnaire, imaginez si vous pouviez aller, par exemple, au lycée à chaque heure de cours avec le sourire, réussir à trouver que même le moment de la queue pour l'autobus ou la queue pour la cantine est un moment vachement sympa, garder le moral en attendant le bus sous la pluie ou malgré la disserte de philo qui est à rendre ou le DS de maths à rédiger. Et puis tout simplement vous lever chaque matin avec une humeur telle que vous avez envie de refaire le monde chaque matin. On dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je pense que c'est faux. On devrait dire qu'il appartient à ceux qui sont heureux de se lever. Je vais faire un petit branchement, j'arrive. Désolée pour l'interruption. Donc, tout cela, tout ce que je viens de décrire là, cette journée idyllique, qui en plus se reconduirait, ne relève pas forcément justement d'une utopie. C'est peut-être un programme qui est enfoui dans notre cerveau, si nous voulons bien le mettre en marche. Et c'est là justement qu'arrivent nos haltères. Je vous disais qu'on parlerait d'haltères. Des haltères pour l'esprit. Tout le monde connaît les exercices de bodybuilding qui visent à entraîner et à sculpter le corps, mais peu connaissent les exercices de mind training qui visent à entraîner notre esprit. Alors attention, ces exercices n'ont pas du tout pour but de devenir plus intelligent. Je ne parle pas non plus des exercices qui visent à booster les capacités de la mémoire ou autres. Ici, je parle d'exercices qui ont pour but, vous allez voir, de diminuer la souffrance et d'augmenter le bonheur au quotidien. En fait, bien des neurologues nous expliquent que si l'humanité passait un petit peu plus de temps à s'occuper de son cerveau, finalement le niveau de bonheur serait certainement très accru. Si chacun se livrait à des exercices même basiques, même quelques minutes par jour, l'humanité se porterait peut-être mieux.
Si nous consacrions par exemple à ce mind training dont je vais vous parler, ne serait-ce que un tout petit peu de l'énergie finalement que nous consacrons au quotidien à des choses finalement beaucoup moins importantes, nous pourrions finalement considérablement augmenter notre qualité de vie. Malheureusement, on le sait, les hommes se livrent beaucoup plus volontiers par exemple aux soins du corps qu'aux soins de l'esprit, ou aux soins de leurs objets ou de leur compte en banque. Par exemple, on se rue plus volontiers dans les salles de sport qu'au rayon neurologie des librairies. Je ne sais pas si vous vous l'êtes déjà formulé, mais somme toute, bizarrement, effectivement, on dépense très peu d'énergie pour en quelque sorte connaître notre propre cerveau. Quand on achète un appareil finalement quelconque, qu'il s'agisse d'un lave-linge ou d'un smartphone, d'un appareil GPS, on étudie son mode d'emploi pour savoir comment l'utiliser. Mais on accepte finalement très bien de ne pas savoir comment on fonctionne nous-mêmes. Et pire, on peut dire qu'on passe une bonne partie de notre vie en quelque sorte à gaver notre cerveau de connaissances au quotidien. Par exemple, les lycéens, vous en savez vraiment quelque chose, mais sans comprendre finalement comment il fonctionne lui-même. En bref, on cherche quelque part, on rêve d'éliminer la souffrance au quotidien, mais sans vraiment même avoir compris d'où elle vient. Alors pour combattre la souffrance, peut-être qu'il serait intelligent de commencer par comprendre que c'est notre cerveau qui la génère au quotidien, tout simplement parce qu'il est fait pour ça. Alors ce que je viens de dire peut ressembler à une aberration, mais oui, vous avez bien entendu, notre cerveau est fait pour nous faire souffrir. D'où la question, notre cerveau nous veut-il du mal? Alors si on demandait aux neurologues de nous expliquer pourquoi finalement on se sent si souvent nerveux au quotidien, pourquoi on se sent si facilement accablé, agacé, déprimé, harcelé, compulsif, ils nous diraient que c'est parce que c'est tout simplement dans la logique du fonctionnement de notre cerveau. Pour nous expliquer pourquoi nous souffrons comme ça, ils nous inviteraient certainement à faire un retour en arrière, c'est ce que font Rick Hanson et Richard Mendus, de quelques millions d'années. Comme vous le savez, l'évolution des animaux s'est faite justement sur des millions d'années et a entraîné justement une évolution progressive du cerveau. Ça veut dire que le cerveau avec lequel nous vivons aujourd'hui, notre cerveau actuel, est en partie l'héritage de celui d'ancêtres très lointains qui, pendant des centaines de millions d'années, a eu quasiment un seul programme, la survie. Plus précisément, on pourrait dire que le cerveau dont nous avons hérité a été conçu pour deux stratégies de survie aussi efficaces que payantes, qui sont saisir les opportunités et puis éviter les dangers. Autrement dit, le cerveau avec lequel vous vivez au quotidien, que vous avez apporté face à cet écran-là, à cette heure-ci, plutôt qu'il vous a apporté face à cet écran, est avant tout conçu pour repérer ce qui est favorable à votre survie et échapper à ce qui lui est défavorable. C'est sa vocation première et ultime. Et donc, c'est très simple, pour pouvoir transmettre nos gènes, nous avons un cerveau qui a été programmé justement pour nous aider à éviter le bâton et nous faire courir après les carottes. Donc, de ce point de vue-là, on va voir que finalement le cerveau de nos ancêtres, celui dont on a hérité, quelque part a appris à générer de la douleur et de l'angoisse à chaque fois qu'un danger menace, c'est-à-dire à chaque fois qu'un bâton se présente. Alors, si vous voulez un exemple, en voilà un. Prenons celui d'une forme sinueuse que vous détectez par terre lors d'une promenade en forêt et qui ressemble vaguement à un serpent. Ça peut être un vulgaire bout de bois. En fait, dès que cette image vient s'imprimer sur votre rétine, elle est envoyée au cerveau, à l'hippocampe, cette partie du cerveau qui joue un rôle central dans la mémoire.
Et cette partie de notre cerveau compare cette forme à toute une liste de dangers jusqu'à ce que la forme soit assimilée à un serpent potentiel. Alors aussitôt que c'est fait, un message ultra prioritaire est envoyé à l'amygdale, c'est-à-dire à la partie du cerveau qui est le siège de la combativité, qui génère l'agressivité. Ce message dit attention et agit comme une sonnette d'alarme. Du coup, environ une seconde après avoir repéré la forme, vous faites un bond en arrière. Alors bien sûr, tout ceci en même temps influe sur votre tonalité affective. Vous étiez en train de flâner agréablement sur le sentier, et puis soudain vous êtes saisi par une peur violente. Et bien c'est exactement par ce genre de moyens que le cerveau, de manière très simple et efficace, va nous prémunir des dangers. Ce qu'on va voir, c'est que cette chimie du cerveau, en même temps, c'est en quelque sorte l'alphabet de nos humeurs. Ce qui se passe, c'est qu'en permanence, du coup, notre cerveau libère des substances qui ont un effet très puissant sur nos émotions. Et c'est la clé de voûte de tout notre vécu psychique. Par exemple, quand vous étiez bambin, votre cerveau, en quelque sorte, vous a récompensé quand vous appreniez à tenir votre cuillère tout seul, en luttant laborieusement pour réussir enfin à glisser par vous-même une cuillère de compote ou de purée de carottes dans votre bouche. Et lorsque, après plusieurs échecs, vous y êtes enfin arrivé, votre cerveau a provoqué des vagues de plaisir chimiques pour cimenter justement les connexions synaptiques qui étaient à l'origine de votre geste et vous inciter à répéter ce geste à l'identique. Et toute votre vie, votre cerveau a de la même manière valorisé tous les comportements qui contribuent à votre survie en les associant à du plaisir. Et c'est pourquoi, par exemple, étancher votre soif est si agréable. C'est ce qu'on appelle la stratégie, cette fois, de la carotte. Alors jusqu'ici, tout va bien. On va dire pas de quoi souffrir. Le hic, c'est que justement, à côté de la carotte, il y a le bâton. Et c'est bien sûr lui qui va nous empoisonner la vie parce qu'il a tendance à être très présent. Donc voilà, bâton versus carotte, parce que tout le problème, c'est que le bâton va en quelque sorte être bien plus fort que la carotte. Tout notre malheur, nous expliquent ces neurologues, c'est que notre cerveau est conçu pour éviter encore plus que pour rechercher. Et c'est assez logique si on y pense, puisque ce sont les expériences négatives qui déterminent la survie bien plus que les expériences positives. Imaginez nos ancêtres mammifères lointains, les plus lointains, dont nous sommes issus, qui tentaient d'échapper à des prédateurs dans une sorte de Jurassic Park mondial il y a 70 millions d'années. Un œil par-dessus l'épaule, certainement en permanence, attentif au moindre craquement de brindilles. Ces mammifères, dont nous sommes une forme d'évolution, étaient toujours prêts à se figer, à détaler ou à attaquer selon la situation. Et évidemment, seuls les plus rapides d'entre eux s'en sortaient, c'est-à-dire les paranoïaques, les hyper-réactifs et les hyper-stressés. S'il manquait une carotte, par exemple l'occasion de se nourrir ou l'occasion de s'accoupler, c'était dommage, mais ce n'était pas rédhibitoire, parce que d'autres opportunités pouvaient se présenter plus tard. Par contre, s'ils ne parvenaient pas à éviter un bâton, par exemple un prédateur, là ils le payaient de leur vie. Autrement dit, ceux qui survivaient étaient ceux qui faisaient très attention aux expériences négatives. Et c'est de ceux-là dont nous descendons. Nous descendons de ceux qui ont été les plus paranoïaques, et là vous commencez à comprendre le problème. C'est que en fait nous descendons d'anciennes proies de gros prédateurs qui avaient beaucoup à craindre, et nous aussi nous avons tendance en quelque sorte à nous comporter comme eux, même si nous ne sommes plus à Jurassic Park. Alors pour nous apprendre à éviter les bâtons, justement nos cerveaux ont développé la vigilance et l'anxiété comme moyen premier, ainsi qu'une grande sensibilité, on va le voir, aux informations négatives. Et donc notre cerveau, ça c'est important de le comprendre, procède à un stockage ultra prioritaire des expériences les plus négatives de notre vie pour nous protéger. Vous connaissez le proverbe « chat échaudé craint l'eau froide », qui est évidemment un bon résumé de tout ceci. Autrement dit, notre cerveau agit comme du velcro à l'égard des expériences négatives,
En quelque sorte, il a tendance à les fixer, alors qu'il agit comme du téflon avec les expériences positives. Elles ont tendance à glisser plus facilement. On retient moins souvent les choses positives que les choses négatives. C'est pourquoi, on le sait tous, d'expérience, il est beaucoup plus facile d'acquérir un sentiment négatif que de s'en défaire. Par exemple, les mauvaises informations circulent toujours avec plus de poids que les bonnes. Dans le domaine relationnel, on estime qu'il faut environ 5 interactions positives pour compenser une seule interaction négative avec quelqu'un. D'où la question qu'on peut se poser, finalement, seriez-vous pas un peu surréactif? Les expériences négatives, puisqu'elles laissent des traces durables dans notre cerveau, ont tendance à créer en quelque sorte des cercles vicieux et à nous rendre pessimistes et puis justement surréactifs et facilement négatifs, c'est-à-dire tout prêt à générer finalement d'autres expériences négatives. Et en fait, malheureusement, le cerveau a intérêt en quelque sorte à générer une anxiété sous-jacente, mais désagréable à vivre, qui peut être très intense chez certaines personnes, peut-être que certains d'entre vous se reconnaîtront. Il a intérêt à souligner les échecs passés, à minimiser nos capacités, à exagérer les obstacles à venir, tout cela pour favoriser la survie à la base. Résultat, c'est que finalement nous avons tendance à nier nos vraies capacités et possibilités d'avenir en préférant nous rejouer en boucle de mauvais scénarios passés qui sont présents dans notre cerveau et que malheureusement du coup nous sommes en danger de vivre une vie beaucoup plus étroite que celle que nous pourrions vivre en réalité. En un sens, ce que nous disent ces neurologues, c'est que notre cerveau agit comme une sorte de simulateur qui nous passe en boucle les mauvais scénarios parce qu'il veut qu'on voit des bâtons partout. Par exemple, nous ne laissons plus notre cœur parler de peur d'être rejeté après une mauvaise expérience. Et même la nuit, dans nos rêves, notre cerveau continue, simule des situations qui augmentent notre souffrance. Quand nous dormons, il continue à bâtir des structures neuronales qui renforcent les émotions douloureuses pour nous pousser encore à esquiver les bâtons, ce qui nous fait faire des rêves souvent intenses et potentiellement désagréables, les fameux cauchemars d'enfance qui nous suivent toute notre vie. Alors du coup, à cause de ces mécanismes cérébraux, ce qu'on est en train de comprendre, c'est qu'on a en quelque sorte tendance à surréagir face aux événements. Et du coup, les neurologues nous expliquent que la douleur psychologique que nous éprouvons, par exemple quand quelqu'un nous critique, peut être très intense. En fait, elle passe exactement par les mêmes réseaux neuronaux que la douleur physique. Ils expliquent dans leur bouquin que se sentir rejeté peut être aussi douloureux que de se faire dévitaliser une dent. Anticiper une épreuve peut être aussi stressant que d'y être vraiment confronté, justement parce que le cerveau est un gros simulateur et qu'en fait il déclenche l'alerte même quand il ne fait que imaginer l'épreuve. En gros, ce qui se passe, c'est que dans tout un tas de situations toutes assez banales du quotidien, notre cerveau donne l'alarme comme lorsqu'un dinosaure s'approchait de nos ancêtres pour les dévorer. Même si cela est totalement ridicule et on pourrait dire disproportionné. Pour 3 fois rien, les hormones du stress déferlent dans notre sang, l'adrénaline augmente notre rythme cardiaque, dilate nos pupilles pour voir mieux, les bronchioles de nos poumons se dilatent pour qu'on puisse courir plus vite, et notre système immunitaire se prépare aux blessures, notre salivation diminue, puisque manger devient secondaire quand on est en danger de mort, et du coup c'est pour ça que par exemple vous avez tendance à avoir la bouche sèche au moment d'un examen oral sous l'effet du stress. Alors tout ceci, on pourrait dire, était très bien pour nos ancêtres qui vivaient dans des environnements très hostiles et qui jouaient leur survie heure après heure. Mais bon, on pourrait dire, c'est plus très adapté à la vie moderne quand même. Résultat, on s'emballe pour un rien. Et quand le type dans la voiture de devant ne démarre pas assez vite au feu rouge, quand on se fait doubler dans une queue pour le cinéma, quand le prof annonce une interro surprise,
Si on nous marche sur le pied, si notre petit pex fuit, voilà, c'est la débandade. Certains surréagissent de manière extrême. Notre cerveau, justement, est très facilement envahi par la peur, par la colère, et a cette tendance à tout interpréter de manière, on va dire, dramatique, justement parce qu'il s'enflamme. Songez par exemple à la manière dont vous interprétez une situation quand vous êtes contrarié, énervé, et à la manière dont vous y repensez après, une fois calmé. Et en fait, justement, on s'enflamme sur le moment parce qu'on est soumis à un modèle d'évolution qui avait intérêt à ce que nos ancêtres vivent en surchauffe. Mais y avons-nous encore intérêt aujourd'hui? Alors comment faire justement pour calmer notre cerveau, ne pas nous emballer comme ça de manière ridicule, arrêter de vivre comme des mammifères poursuivis par des dinosaures, et en quelque sorte réussir à inverser le velcro et le téflon pour être plus du côté de la carotte que du bâton. Et c'est là que je vais vous demander, est-ce que vous êtes prêts justement pour un atelier de pâte à modeler cérébrale? Parce que la grande découverte récente de la neurologie, c'est précisément que notre matière cérébrale peut changer sous l'effet de nos pensées. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Autrement dit, nous pouvons modifier l'anatomie de notre cerveau, le reconfigurer, puisqu'il ne l'est pas naturellement, pour être plus heureux. Et ce qui est fantastique, c'est que nous avons compris aujourd'hui que l'activité mentale laisse des traces durables dans le cerveau. Pour vous donner quelques exemples, sachez que par exemple la pratique assidue du violon laisse une empreinte dans le cortex des violonistes. Il y a une petite zone qui s'accroît considérablement du fait de la stimulation répétée des doigts de la main gauche. Si on observe le cerveau des chauffeurs de taxi londoniens, qui eux doivent mémoriser un dédale de rue, on voit qu'ils possèdent un hippocampe plus volumineux que la moyenne. Autrement dit, ce qui traverse l'esprit sculpte le cerveau. Et le cerveau d'un homme zen, calme, ne ressemble pas tout à fait au cerveau d'un homme stressé. Autrement dit, on peut avoir un cerveau qui est plus ou moins neurologiquement configuré pour le bien-être. On le sait parce qu'on a étudié le cerveau des hommes les plus zen, les plus sereins qui soient, ceux qui justement ont modelé leur cerveau pour éprouver au quotidien un maximum de calme, de joie, de gratitude d'exister, de sérénité, de bienveillance par la pratique justement assidue de la méditation positive. Et la bonne nouvelle, c'est que nous aussi, à notre échelle, nous pouvons apprendre à notre cerveau à minimiser justement ces poisons quotidiens que sont le stress, la déprime, l'irritabilité, l'anxiété excessive, la tristesse, la colère, tous ces poisons, et puis lui apprendre à développer justement notre bien-être, notre lucidité, notre capacité d'amour, de bienveillance, notre sérénité, bref, tous les états cérébraux positifs qui font une vie meilleure et que nous recherchons. Parce que celui qui change son cerveau, eh bien, ne serait-ce qu'un temps soit peu, change sa vie. Alors comment faire? Le plus souvent, c'est au feu les pompiers. Si on observe les visages au quotidien autour de nous, on y lit des tensions, des déceptions, des inquiétudes, de l'angoisse, de la frustration, de l'irritabilité, bref, beaucoup d'états pénibles. Et donc déjà il est normal de vouloir réduire cette souffrance, d'avoir envie de la remplacer par de la satisfaction, de l'amour, de la paix, de la joie, des choses agréables. Pour cela, justement, il faut apprendre à nager, on va dire, à contre-courant des tendances qui sont profondément ancrées dans notre système nerveux. Il faut en quelque sorte apprendre à réprimer les états émotionnels qui étaient efficaces dans la jungle, qui nous ont autrefois donc permis de survivre, par exemple la vigilance excessive, mais qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Il faut apprendre à vivre moins en surchauffe que d'habitude, à calmer le stress qui nous pousse à être trop vite anxieux, emporté, irrité, et puis du coup
déprimé. Il faut apaiser le feu. Et ça, on peut le faire par des techniques simples de relaxation qui aident à remodeler le cerveau. Pour éliminer toutes ces toxines mentales qui nous empoisonnent la vie, chasser les pensées anxieuses, anxiogènes, sombres, dépasser l'angoisse, la première chose à faire, ce n'est pas de se tenir des discours. Rappelez-vous que par exemple qu'il ne sert à rien de se répéter endors-toi, endors-toi quand on fait de l'insomnie la veille d'un examen. Ce qu'il faut faire, et à quoi on ne pense pas forcément, parce qu'on ne nous a pas forcément appris ça, c'est avant tout à décontracter le corps plusieurs fois par jour. Ce que nous expliquent les neurologues, c'est que quand les muscles sont décontractés, eh bien, ils disent au cerveau que tout va bien. Et ça, déjà, ça suffit à calmer le feu, bien plus que tous les discours qu'on va se tenir. Autrement dit, pour mater notre cerveau de mammifère paranoïaque, eh bien, il faut le duper par une détente musculaire qui indique que tout va bien. Alors, vous pouvez apprendre à développer des méthodes de relaxation rapides, adaptées aux situations dans lesquelles vous vous trouvez au quotidien, par exemple au travail, au lycée, quand vous disposez juste d'une minute ou deux. Par exemple, à travers le travail de la respiration, prendre quelques inspirations longues. Eh bien, pensez-y lorsque vous commencez à stresser, à sentir que vous vous emballez d'une manière ou d'une autre. Apprendre à poser sa respiration sur un rythme lent et calme, c'est extrêmement bénéfique pour le cerveau, pour l'humeur. Les neurologues recommandent souvent l'approche de ce qu'on appelle le 3-6-5, 3 fois par jour, voilà, 6 cycles respiratoires lents par minute. Chaque inspiration et expiration doit durer donc à peu près 5 secondes et vous répétez ça pendant 5 minutes. Et ceci 365 jours par an. Autre chose que vous pouvez faire, c'est rechercher quelles sont les zones tendues de votre corps et pareil, 1, 2, 3, autant que vous pouvez, 2 fois par jour, les détendre. Ce sont les muscles, souvent la mâchoire, et juste vous appliquer à sentir la tension quitter votre corps, puisque c'est très simple, pour détendre une partie de votre corps, il suffit de l'accueillir dans le champ de la conscience et de décider de la détendre. Par exemple, je détends ma mâchoire. Et du coup, si vous pouvez faire ça quelques minutes par jour, progressivement, vous allez devenir des pros, apprendre à détendre tout le corps, et c'est une excellente méthode pour s'endormir, beaucoup plus efficace que de se répéter qu'il faut dormir. Une autre chose qui est très simple à faire et très efficace, c'est de visualiser tout simplement quelque chose d'apaisant, comme, je sais pas, pour certains ça va être un lac de montagne, un lagon bleu, un animal que vous chérissez, le visage d'un bébé qui sourit, tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, vous fait du bien. Alors, outre ces exercices qui sont quasi instantanés et qu'on peut faire au quotidien, vous pouvez aussi vous entraîner à minimiser votre malheur au quotidien, en quelque sorte, en vous exerçant à éviter de vous envoyer la deuxième flèche. Je vous explique tout de suite pourquoi je prends cette image de la flèche. En fait, à chaque fois que survient une expérience désagréable, vous pouvez décider d'éviter de surréagir, comme on dit dans la philosophie bouddhiste, en évitant de vous envoyer vous-même une deuxième flèche après avoir reçu la première. En fait, la première flèche, elle correspond à l'expérience désagréable que nous vivons. Par exemple, nous cogner un orteil dans une chaise en marchant nu dans l'obscurité. Ça, c'est la première flèche, c'est désagréable. La deuxième flèche, elle correspond en quelque sorte à notre réaction à la situation. Par exemple, le fait d'éprouver de la colère et de crier avec rage « Qui a déplacé cette chaise ?», en cherchant à identifier un ennemi potentiel, par exemple, pour l'insulter. Le plus souvent, nous avons tendance à ajouter, en quelque sorte, une souffrance morale totalement inutile à la douleur physique, celle de l'orteil. Parce que si la douleur, elle, est inévitable, la souffrance, elle, reste facultative. Et justement, souvent notre cerveau a tendance à nous pousser à envoyer une deuxième flèche
alors que finalement, il n'y avait même pas des fois de première flèche. C'est comme si nous inventions carrément une première flèche par excès de négativité pour nous en envoyer une deuxième. Par exemple, si je rentre chez moi le soir et que je trouve la maison sans dessus-dessous, imaginons que mes enfants aient laissé par exemple traîner leur manteau, leurs chaussures et leurs sacs dans l'entrée. C'est à moi de décider si ces affaires éparpillées constituent ou pas une raison que je m'envoie une seconde flèche de souffrance psychique. Après tout, ce ne sont que des affaires par terre. Je ne dois pas nécessairement être contrariée par ce désordre. Je peux tout à fait décider de l'ignorer. Je peux décider de demander calmement aux enfants de le ranger. Je peux même décider d'accrocher moi-même les manteaux en me rappelant que il s'agit d'enfants, d'ados, c'est dans leur nature d'être désordonnés. Je peux même décider d'y voir un signe de leur enthousiasme à rentrer à la maison, de leur vitalité et faire un sourire attendri. En tout cas, je peux décider de ne pas surréagir par une deuxième flèche qui serait de la colère, des cris, des reproches ou une mauvaise humeur contagieuse. Je peux même décider de prendre ce que certains neurologues appellent un chemin de traverse. En vérité, plusieurs fois au cours d'une journée normale, c'est comme si des carrefours s'offraient à nous. On peut soit décider de choisir de continuer sur la lancée de nos activités routinières, avec nos humeurs d'adultes stressés, préoccupés, mais on peut aussi décider de désobéir en quelque sorte à cette espèce de chemin tracé d'efficacité, cette évidence de morosité, et d'appuyer sur pause, de prendre la main en quelque sorte, et de prendre ce qu'on appelle un chemin de traverse auquel on ne songeait pas justement la minute d'avant, pour s'offrir des petites bouffées de bonheur, pour alléger le quotidien. Et on peut le faire précisément au moment où on sent qu'on risque de stresser. Par exemple, à ce moment-là, je peux décider de jeter moi-même mon propre manteau par terre pour aller me faire couler un bon bain chaud. Alors évidemment, pour réussir à faire ça, il faut apprendre à désamorcer ce fichu simulateur de bâton qui nous incite à prendre tout un tas de situations beaucoup trop à cœur, qui nous pousse à attiser l'agacement ou la colère, qui nous fait croire par exemple que les manteaux par terre sont une sorte d'offense personnelle, susceptible de gâcher le retour à la maison et mériterait qu'on s'énerve un bon coup. Pour désactiver ça, il faut se le représenter, se souvenir comment ça fonctionne, et donc sans relâche, penser à la manière dont notre cerveau fonctionne, et puis quelque part apprendre à en rire. Par exemple, on pourrait dire qu'en sortant de cette petite conférence, tout votre boulot, ça va être de vous rappeler comment fonctionne ce fichu cerveau, justement, qui vous fait aller de l'avant, et puis réussir en quelque sorte à vous moquer de vous à chaque fois que vous sentez que vous êtes en train de réagir un peu bêtement, comme au temps des dinosaures, de pouvoir rire de vous, mettre du coup la colère à distance, et puis désamorcer le stress. Alors évidemment, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Le bonheur et le calme, ça se conquiert en quelque sorte synapse après synapse. Pour y arriver, il faut un entraînement en quelque sorte quotidien et 1000 fois répété. Notre cerveau compte environ 100 milliards de neurones, c'est-à-dire de cellules reliées entre elles par des synapses, et il y a environ 100 000 synapses pour chacun de nos neurones. Donc vous imaginez qu'un cerveau calme, en quelque sorte configuré pour nous faire éprouver un maximum de plaisir et un minimum de déplaisir, qui est capable de nous rendre forts et tranquilles, ça ne se formate pas sur un claquement de doigts. C'est un peu comme un puzzle, ça se fait pièce par pièce. Mais ce puzzle-là, c'est vous, donc c'est votre plus belle œuvre. Dites-vous que c'est un peu comme pour le sport, après tout. Les résultats ne sont pas immédiats. Quand on veut des résultats corporels, c'est par une multitude de petits moments de pratique, jour après jour, qu'on sculpte son corps, ses muscles. De la même manière, on pourrait dire que c'est progressivement qu'on peut renforcer en nous les réactions calmes, positives, et limiter la souffrance inutile. On peut apprendre à reformater notre cerveau par de petits gestes, de petits pas, on va dire synapse après synapse. Apprendre à s'imprégner de ce qui est bon. Intérioriser tout ce qui est positif,
pour que ça laisse en quelque sorte des traces neurologiques de plus en plus profondes. Et pour ça, il faut s'efforcer de focaliser sur les faits positifs au lieu de focaliser sur les faits justement négatifs. Des faits positifs, en fait, il y en a plein autour de nous, mais la plupart du temps, on ne les voit pas. Et malheureusement, on les ressent à peine, justement parce qu'on focalise plus facilement sur le négatif. On a tendance à focaliser sur les souvenirs douloureux, la crainte de l'échec, les paroles désagréables, les regards moqueurs, les 5 minutes de retard du bus, le mauvais temps, etc. Et ce que la neurologie peut nous inviter à faire, justement, c'est tout bêtement apprendre à porter une attention consciente beaucoup plus grande à tous les petits riens qui, en quelque sorte, autour de nous, recèlent de choses positives. Un sourire, je sais pas moi, un succès comme une bonne réponse en classe, un progrès en sport, un rayon de soleil qui nous a réchauffé, un geste réussi qu'on appelle satisfaisant, un souvenir joyeux déjà, une perspective heureuse d'un moment à venir, et à chaque fois chercher à s'en imprégner et puis laisser en quelque sorte les émotions positives nous imprégner pendant plusieurs secondes avant de passer à autre chose. Pourquoi? Parce qu'en gardant en quelque sorte cette sensation agréable quelques secondes dans notre conscience, nous lui donnons le temps de laisser une trace dans notre mémoire, et cette trace va contribuer à former des sillons qui vont orienter nos réactions à venir. Exactement comme à l'image de l'eau qui suit les rigoles qui sont déjà formées dans la terre. Alors le gros de l'effort est au début, après ça devient forcément de plus en plus automatique. Un psychologue très agréable à lire qui s'appelle Tal Ben-Shahar, qui est l'un des représentants de ce qu'on appelle la psychologie positive, et qui travaille justement donc sur le fonctionnement optimal du psychisme humain pour s'exercer à être heureux, recommande lui de créer des rituels dans notre vie quotidienne. Il explique que pour se débarrasser de nos vieilles habitudes, il faut créer justement du plaisir. Et donc, nous savons que cultiver l'autodiscipline ne suffit pas pour tenir les bonnes résolutions. On a tous déjà pris des tas de fois des bonnes résolutions qu'on a tenues pendant une semaine. L'idée, c'est de ne pas simplement miser sur l'autodiscipline conceptuelle, mais sur des actes, voilà, des rituels de petits bonheurs au quotidien, au début un ou deux, qui vont en quelque sorte formater notre cerveau à être de plus en plus gourmand de ces moments-là, et formater son cerveau de manière efficace pour la recherche du bien-être. Par exemple, chaque matin au réveil, s'étirer suavement comme un chat, écouter une chanson qui nous berce, qu'on aime beaucoup, qui nous rappelle de bonnes choses avant de s'endormir, s'offrir un moment, une pause à 10h, à 15h, peu importe, pour siroter en tenant dans ses mains un mug chaud, une boisson qu'on apprécie beaucoup. Créer des rituels comme ça de plaisir s'avérerait donc très bénéfique. Alors pour aider notre cerveau au départ, on peut aussi tout simplement sourire. Ça semble très bête, mais si vous voulez configurer votre cerveau pour le bonheur, souriez le plus souvent possible. Je vais vous donner 3 bonnes raisons de sourire. D'abord, parce que de même que la manière dont nous respirons, ou dont nous nous tenons plus ou moins droit ou avachis, le fait de sourire joue sur notre humeur. Sourire nous met de bonne humeur. On a tendance à croire que quand notre cerveau est joyeux, il commande à notre visage de sourire, c'est vrai, mais ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand notre visage sourit, il rend notre cerveau plus heureux. Des tas d'études ont confirmé ça, ça s'appelle une boucle de rétroaction entre le sourire et les centres cérébraux de la bonne humeur. Et donc, pourquoi s'en priver? Si on sait que voilà, les gens qui sourient plus ont statistiquement même une meilleure défense immunitaire. La deuxième raison de sourire que je pourrais vous donner, c'est que ça va attirer des bonnes choses dans votre vie. Notamment sur le plan justement des relations humaines. Vous savez que quand vous souriez,
les gens vont davantage venir vers vous. Quand on sourit, on se voit accorder davantage d'aide, d'attention. Essayez de faire la même démarche 2 fois, une fois en faisant la tête et une fois en souriant. Et vous verrez vite la différence de résultat. Dès qu'il s'agit du plan humain. Quand on se promène avec un petit sourire aux lèvres, on se rend compte que les gens ont tendance à nous dire bonjour. Et la troisième raison, c'est tout simplement que, on va dire, sourire, c'est un acte de douceur et de gentillesse envers autrui. Sourire a priori aux gens, c'est une posture existentielle. Faire la tête, on pourrait dire que ça rend le monde un peu plus moche. Sourire, ça le rend un peu plus beau. Rien qu'un peu, tout petit peu, mais un petit peu quand même. Alors en plus de vous exercer à sourire, vous pouvez aussi vous efforcer de pratiquer un exercice de psychologie positive qui aide puissamment à configurer justement le cerveau pour le bien-être. C'est ce qu'on appelle l'exercice de gratitude. Le soir, en particulier dans votre lit, avant de vous endormir, cherchez à faire la liste par exemple de 3 bons moments de la journée. Certains l'écrivent, d'autres se contentent d'y penser. Je dirais que ça n'a surtout pas à être long, et puis c'est juste entre vous et vous-même, ça peut prendre quelques secondes. Ça peut être de tout petits bonheurs, je sais pas, le fait d'avoir vu un bon film, d'avoir reçu un sourire de quelqu'un qu'on aime bien, d'avoir mangé un plat qu'on aime, de s'être éclaté sur un jeu vidéo avec des potes, enfin, n'importe quoi. Pas besoin d'avoir gagné au loto, d'avoir été sauvé de la mort ou de s'être acheté un objet très cher. Et du coup, si vous cherchez comme ça les choses dont vous avez tiré du plaisir pendant la journée, et ben vous allez booster votre cerveau là aussi en formant les fameux sillons. Alors les personnes qui tiennent comme ça un journal mental aussi de gratitude, il y en a même qui inscrivent chaque jour par exemple 5 choses qui l'ont inspiré de la reconnaissance, eh bien, jouissent d'un niveau de bien-être physique et affectif supérieur d'après les travaux menés par les chercheurs. Peu importe que les choses se répètent, c'est normal de redire plusieurs fois la même chose au cours de la semaine. Ce qui compte, c'est que l'émotion reste fraîche et que ça nous pousse à apprécier justement les côtés positifs de la vie. Parce que là aussi, après, il y a une boucle qui fait qu'on cherche les moments auxquels on va pouvoir repenser. Parfois, ça peut aussi être des choses juste négatives, comme ne pas avoir eu je sais pas, de problèmes, de mauvaises notes, de mauvaises expériences qui nous ont attristés, etc. Et du coup, vous verrez que même au sein d'une journée ordinaire, finalement, il y a un tas d'occasions de se réjouir si on y pense bien. Et que orienter notre esprit sur 2 ou 3 choses positives avant de dormir, c'est vraiment excellent. Et puis surtout, au sein de chaque journée, s'exercer à savourer chaque chose bonne, même petite, justement pour contrarier le mauvais pli naturel de notre cerveau dont on a parlé. S'efforcer justement de compenser chaque, on va dire, chose négative par des pensées positives. À chaque fois que le négatif apparaît, développer le réflexe d'utiliser des pensées positives en quelque sorte en antidote. Par exemple, penser aux gens qui nous aiment plutôt qu'à ceux qui ne nous aiment pas. Quand quelqu'un prononce une parole blessante ou cherche à nous vexer, justement déblayer ça en repensant à des paroles aimantes et à des visages de gens qui nous apprécient. Donc évidemment, plus on remplit son cœur d'émotions comme ça, calmes et positives, et plus après on va pouvoir en offrir aussi aux autres. Donc c'est ce qui va permettre de devenir quelqu'un de solaire, quelqu'un qui fait du bien aux autres et de voir toute sa vie, on va dire, métamorphosée par cette orientation. Plus vous allez développer des états d'esprit, des états cérébraux positifs, plus en quelque sorte, c'est logique, vous allez contribuer à faire de ce monde un monde plus beau. Pour illustrer ça, je vais conclure cette conférence sur une anecdote qui est racontée par un médecin psychiatre de l'hôpital Saint-Antoine qui s'appelle Christophe André. Vous serez sûrement plusieurs à le connaître. Et cette anecdote s'appelle Air heureux sur l'autoroute. Voici ce qu'il raconte. Il dit « Certains visages croisés au hasard de nos vies nous suivent pendant plusieurs années. Je me souviens du visage d'une dame en fauteuil roulant sur une aire d'autoroute un jour de retour de vacances. Le visage de la dame dans son fauteuil rayonnait. Elle souriait en regardant devant elle, autour d'elle. L'air si intensément contente, malgré son handicap,
que j'en fus retournée. J'étais en train de me laisser bêtement aller à une petite mauvaise humeur inutile et sans vrai fondement, juste liée à la fatigue du voyage, à l'anticipation des embouteillages. Et comment dire, la croisée me fit du bien. Son air heureux me motiva. Je me suis dit, tu fais comme tu veux mon pote, mais franchement, tu as l'air un peu crétin là, avec ta trogne et ton cerveau renfrogné. Ça t'avance à quoi? Essaye plutôt de faire comme la dame, souris et réjouis-toi de ce que tu vis. Je ferme les guillemets. Alors ce petit paragraphe que je viens de vous lire, donc de Christophe André, peut nous servir de mot de la fin. Vous voyez, cette dame, elle a donné à son insu, par son sourire, la force à un autre homme de se mettre à sourire. Elle ne le saura certainement jamais, mais elle aura contribué à rendre en un sens le monde plus beau. Puis il y a une sorte de chaîne puisqu'il nous le transmet, ça peut nous motiver. Et donc, sans le savoir, elle a rendu l'atmosphère dans une voiture sur l'autoroute un soir d'automne différente. Et c'est une petite magie à laquelle on peut tous participer, où qu'on soit, dans notre vie quotidienne. Donc, prenez soin de votre cerveau, pour prendre soin de vous, prendre soin les uns des autres et apprendre à vivre avec votre cortex sans Kleenex ou presque. Voilà. Merci pour votre attention. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée.